Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche consacré au cinéma. Avec Independence Day, Résurgence, Roland Emmerich et ses aliens sont de retour. Le réalisateur donne une suite à sa superproduction 20 ans après sa sortie. Steven Spielberg revient aux sources de l'enfance et déçoit. Dans Le Bon Gros Géant, il adapte le livre de Roald Dahl qui suit les aventures d'une petite fille et d'un mystérieux géant. It's Elvis. Elvis Presley. Une rencontre originale et méconnue, celle de Richard Nixon et d'Elvis Presley. Kevin Spacey incarne le président américain et Michael Shannon le King. Pour parler de tout cela, je vais rejoindre Thomas Borez, notre chroniqueur cinéma. Bonjour Thomas. Bonjour Axel. Alors on commence avec des extraterrestres bien connus de nous qui envahissent une nouvelle fois la Terre. 20 ans après Independence Day, Roland Emmerich signe la suite avec Independence Day Résurgence. Alors on prend les mêmes et on recommence Oui, quasiment. Au casting, on retrouve notamment Jeff Goldblum et Bill Pullman qui reprennent donc le flambeau laissé par leurs personnages respectifs. Alors l'un était un scientifique, il est devenu depuis directeur de la défense spatiale de la Terre. Rien que ça, quant à Bill Pullman, il était le président des États-Unis, on s'en souvient, il ne l'est plus, mais il est quand même resté en contact avec les aliens, puisque c'est le seul dans le précédent épisode qui était allé en contact avec eux, donc il aide un peu à la défense des extraterrestres. Pas de Will Smith en revanche, il se dit dans les couloirs d'Hollywood que l'acteur a été trop gourmand côté salaire, alors une pirouette scénaristique nous apprend que son personnage est mort lors d'un test de pilotage. C'est ballot quand on sait à quel point il était doué dans le premier épisode. Voilà, côté scénario, c'est assez simple, ils reviennent et ils ne sont pas contents, ils sont bien sûr les extraterrestres, et cette fois, leur vaisseau amiral Axel fait 5000 km de diamètre. On appelle ça à Hollywood et ailleurs de la surenchère. Regardez. Today you will once again be fighting for our freedom. Not from tyranny, oppression or persecution, but from annihilation. And should we win the day, the 4th of July will no longer be known as an American holiday, but as the day when the world declared in one voice, we will not go quietly into the night. We will not vanish without a fight. Fall back! We're going to live on. Alors Thomas, on l'a bien compris, ce deuxième volet c'est vraiment plus gros, plus fort. Est-ce que cette surenchère est vraiment utile ? Alors, aux États-Unis, où le film est sorti depuis un mois, la critique a tranché. La réponse est plutôt non, au vu des critiques plutôt timides. En fait, on souligne là-bas la beauté et l'impression, le côté impressionnant des effets spéciaux. En revanche, eh bien, on déplore l'absence d'émotion et d'empathie pour les personnages. À noter que côté box-office, c'est un petit peu timide. Le film a quand même coûté 165 millions de dollars et il s'est fait coiffer au poteau box-office par les petits poissons du monde de Dory. Voilà, alors cette suite, on s'en doute, plus qu'une suite, c'est surtout un lifting de l'épisode précédent. Là, on voit voilà, sur les deux images, l'avant et l'après. Voilà, alors c'est censé séduire la nouvelle génération. La preuve que, ici, ce sont les effets spéciaux qui prennent le pas sur tout le reste. C'est un peu dommage quand on sait que Roland Emmerich, qui est un réalisateur d'origine allemande, qui travaille aux États-Unis, a toujours un petit peu manié l'ironie. Et dans le premier épisode, il y avait comme ça une espèce de caricature un peu assumée du patriotisme américain. Là, c'est moins vrai, c'est très premier degré. Alors, est-ce que c'est notre époque, Axel, qui est plus triste? On rigole moins, peut-être. En tout cas, c'est assez décevant. Voilà. Alors, on passe à un autre mastodonte, mais plus doux, celui-là. C'est le nouveau film de Steven Spielberg, Le Bon Gros Géant. C'est une adaptation d'un classique de Roald Dahl. Est-ce que c'est un retour aux sources pour Spielberg ? Oui, 34 ans après le cultissime E.T., l'extraterrestre, il revient sur les contes sur les voies du conte familial. Alors là, on est à Londres, dans un orphelinat, et la petite Sophie, elle a 10 ans, et elle ne dort pas, elle se raconte un peu des histoires le soir en s'endormant, et un soir, à la fenêtre de son orphelinat, elle voit une silhouette dans l'ombre énorme, c'est un géant. Il s'appelle lui-même le Bon Gros Géant. Il est plutôt sympathique, il fait 7 mètres de haut tout de même. Il kidnappe la petite Sophie, il l'emmène dans son monde, le monde tout simplement des géants. On se rend compte que ce Bon Gros Géant, c'est un peu une souffre-douleur. Surtout, il est très petit dans le monde dans lequel il est, puisque les géants, ses congénères, sont énormes. Voilà, ils vont apprendre à se connaître, ce Bon Gros Géant et Sophie, comme tout beau
comptent, qui se respectent, et ils vont devoir combattre la barbarie, à la fois humaine, mais surtout celle des géants. Regardez. I lives with 9 evil giants. You shouldn't let them treat you like that. We have to stop them. It goes against all my better judgmentals now. Well, I'm right about this one. BFG, I have a plan. Yeah. Then what happens? Courage, It will take a leap of faith. imagination, and friendship. Now tell your foot! Don't get any bigger than this. Spielberg s'inspire parfois dans ses films de sa vie personnelle, comme cela avait été le cas pour E.T. Dans ce nouveau film, une scène touchante, le géant se fait harceler par des méchants. Le réalisateur nous dit qu'il est lui aussi passé par là. On l'écoute. Oui, je me suis fait malmener en primaire, puis au collège. Alors je peux m'identifier à ça. Moi, c'est une scène tirée de ma mémoire. Je n'ai jamais été persécuté de cette façon. On m'a jamais emmené en haut d'une colline dans un camion poubelle pour ensuite me balancer sur 2 voitures fonçant sur moi. Ça n'est jamais allé aussi loin, Dieu merci. Mais les films nous amènent à nous baser sur notre propre vie, à la grossir et à l'exagérer, à la rendre plus impressionnante. And exaggerate it and make it more than it ever was. Voilà, il parle bien, Spielberg, de lui-même et de son personnage. En revanche, ce qui est un peu dommage, c'est quand on voit ce film, on ne voit pas ce qu'il y a de Spielbergien dedans. Alors oui, à noter, on parlait de E.T. extraterrestre tout à l'heure, c'est pas un hasard, puisque la scénariste de ce bon gros géant, eh bien, c'est la scénariste de E.T. l'extraterrestre, ça s'appelle Melissa Mathiesen, décédée depuis. Mais non, voilà, on ne retrouve pas ni dans la mise en scène de Spielberg, ni dans sa manière d'aborder les personnages, ce qui fait le sel de son cinéma, c'est-à-dire une empathie pour les personnages, mais qui réussit à s'élever, et même dans sa mise en scène avec ces espèces de petits phares bleus comme ça, qui nimble l'image, une espèce d'impression presque irréelle. Là, c'est très premier degré. On reste un petit peu hacké. Ça aurait pu être fait par n'importe qui, donc trop impersonnel pour convaincre. Vous êtes un peu déçu, Thomas. Oui. Amérique toujours, mais cette fois, on remonte le temps avec la rencontre de 2 figures a priori opposées. Un jour de décembre 1970, Elvis Presley et Richard Nixon se rencontrent dans le bureau ovale. La rockstar et le président américain républicain parlent alors de politique, d'espionnage et de la jeunesse des États-Unis. Une rencontre historique mais peu connue. Je voudrais que cette lettre parvienne au président. T'as écrit une lettre à Nixon? En tout cas, une rencontre rocambolesque. Elvis et Nixon, 2 personnages que tout semble opposer. D'un côté, une star du rock charismatique et excentrique, fascinée par les armes et qui se met en tête d'obtenir un badge officiel d'agent spécial du bureau des narcotiques et drogues dangereuses. De l'autre, un président pas du tout rock'n'roll, très impopulaire chez les jeunes, pour la plupart opposé à la guerre du Vietnam. Elvis Presley? Oui, monsieur, le chanteur. Oh, je sais qui est Elvis Presley. Qui a organisé ce rendez-vous de merde? Nous avons autant que vous envie que cette rencontre ait lieu, mais... Cette rencontre improbable a été organisée par Bud Krogh, à l'époque authentique assistant de Richard Nixon et fan d'Elvis Presley. Il est très vieux jeu. Il est d'une toute autre époque. Et pourquoi pas samedi? Juste un café? Non. On cherchait dans le show business des gens qui pourraient aider l'administration à faire prendre conscience des risques encourus par les accros à la drogue et surtout à l'héroïne, qui était un vrai fléau à ce moment-là. Le face-à-face a bel et bien eu lieu entre ces 2 icônes, liées par les mêmes origines modestes et leur lutte pour la réussite, et tous 2 claquemurés dans leur solitude intérieure qui les handicapait dans le monde. Le président Nixon, il n'était pas bien dans sa peau. Il n'avait pas le charme de ceux qui ont l'habitude d'une vie publique. Il n'était pas à l'aise quand il y avait beaucoup de gens. Monsieur le Président, Monsieur Elvis Presley. Faites en sorte qu'on prenne une photo. Si on ne sait pas exactement ce que se sont dit les 2 hommes, le film de Lisa Johnson les transforme néanmoins en personnages de comédie. Même si la comédie révèle un aspect plus sombre du roi du rock'n'roll, lui, à ses débuts, porte-parole de toute la communauté populaire sudiste, devenu, à la suite de cette rencontre, le symbole d'une Amérique individualiste et belliqueuse. Voilà, histoire étonnante, film qu'il est un peu moins, ça aurait fait un beau court-métrage. Il faut quand même attendre 1 heure de film avant de voir à quoi ressemble cette rencontre. 1 heure avant,
1 heure pendant, c'est un petit peu comme ça, on tâtonne dans le scénario. Effectivement, quand ils se rencontrent, c'est très drôle. Alors c'est plutôt vu du point de vue d'Elvis. Michael Shannon est génial. Du coup, Kevin Spacey qui joue Richard Nixon semble un petit peu en surjeu et fait un petit peu figure de pantin désarticulé. Voilà donc un bon court-métrage pour un film qui est un peu trop long à mon goût. Alors après ce tableau 100% américain, un peu de tendresse japonaise pour terminer l'émission, avec la ressortie en copie neuve du chef-d'œuvre de Takeshi Kitano, L'été de Kikujiro. C'est un été finalement qui a déjà 17 ans. 17 ans et qui n'a rien perdu de sa chaleur, Axel. C'est un film, c'est du bonheur à l'état pur, c'est d'une simplicité désarmante, soit la rencontre à Tokyo lors d'un été, comme le titre le laisse supposer, d'un petit garçon et d'un ancien Yakuza. Cet ancien Yakuza, il est incarné par Takeshi Kitano, qui est aussi le réalisateur. Il faut savoir que c'est une superstar au Japon, on le voit ici, Takeshi Kitano. C'est un comique de la télé, du cinéma bien sûr, mais aussi des stand-up. Il fait aussi des émissions culinaires, hein, c'est une superstar. Voilà, il joue aussi dans le film, il est très bon, c'est son flegme qui fait toujours rire, hein. Il parle pas, il s'exprime pas beaucoup, son visage reste en général ne bouge pas beaucoup dans son faciès, et ça qui rend un peu la chose plutôt émouvante. Voilà, c'est un petit garçon qui veut retrouver sa mère, donc c'est presque un Walt Disney, mais à la sauce nippone, donc plus drôle, plus ironique et intelligente. Merci beaucoup pour cette recommandation, Thomas, et à la prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez continuer à interagir avec nous via les réseaux sociaux, et on se quitte avec un extrait du film que vous nous recommandez, Thomas, L'été de Kikujiro de Takeshi Kitano. À très bientôt.おじちゃんも泊まれば？